Dans cette vidéo, nous allons parler d'anxiété sociale. Nous avons déjà parlé de l'anxiété généralisée, mais là, nous allons aller vers le plus précis, vers l'anxiété sociale. Qu'est-ce que l'anxiété sociale? Moi, j'en souffre encore. Donc, lorsque j'ai dit dans mes vidéos que j'avais éliminé tous mes symptômes, mais que je souffrais encore d'anxiété, peut-être qu'il faudrait ajouter une précision et voir de plus en plus l'anxiété comme un symptôme de plus. C'était un peu naïf de dire ça. Mon point, c'était que on n'a pas besoin de régler tous ces problèmes, comme l'anxiété, avant de ne plus avoir mal physiquement. Ça, c'est un fait. Je n'avais plus mal physiquement, mais je souffrais encore d'anxiété généralisée et plus précisément sociale. De plus en plus, peut-être arrêter de faire la distinction entre un symptôme physique et l'anxiété. L'anxiété est un symptôme au même titre qu'une douleur au genou. Donc, si on prend, si on prend cette échelle, j'ai encore des symptômes car je souffre encore un peu d'anxiété, surtout sociale, mais ça s'améliore de plus en plus. Commençons par le commencement, allons à la base. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on souffre émotionnellement? La douleur physique a un but précis, nous avertir d'un danger à l'organisme. On met notre main dans le feu. Ah, la douleur nous dit retire ta main, il y a des dommages qui sont en train d'être faits, c'est un danger pour ta vie. Mais pourquoi souffre-t-on émotionnellement? Pour moi, la théorie la plus intéressante, c'est que nous avons évolué dans des tribus et qu'un Homo sapiens seul, dans la jungle ou sur la savane, ne va pas survivre très longtemps. Nous avons besoin pour survivre d'être dans des groupes. Et là, lorsqu'on est dans un groupe, il y a des pressions sociales pour qu'on fasse notre part. Si quelqu'un mange plus que les autres, fait un peu moins de travail, il va commencer à y avoir des pressions dans le groupe pour que le comportement de la personne change. Et donc, les autres vont commencer à exercer des pressions et on va sentir une douleur émotionnelle, comme de la honte, de la culpabilité. Je mange un peu trop. Je ne fais pas assez ma part dans les travaux du groupe. Donc si on le voit comme ça, la douleur émotionnelle est à peu près pareille comme la douleur physique. Ça exerce la même fonction. C'est une fonction de protection pour la survie. Si on se met dans le feu, c'est dangereux. Si on se fait rejeter du groupe, si on est ostracisé, c'est aussi dangereux que de mettre sa main au feu pour notre survie. C'est une théorie intéressante. Moi, je pourrais dire que je suis d'accord avec cette théorie. Et donc, c'est pour ça qu'on a de la douleur émotionnelle. Si vous souffrez d'anxiété, vous avez déjà sûrement lu des livres, écouté des vidéos où ils vous disent de laisser l'anxiété couler à travers vous. Ne pas résister à l'anxiété. J'espère que ça sonne familier. C'est ce que je dis tout le temps par rapport aux symptômes physiques. Hein? On ne résiste pas aux symptômes physiques, on les laisse faire ce qu'ils veulent faire. C'est la même chose avec l'anxiété. Et là, je pourrais élaborer là-dessus, mais il y a beaucoup de matériel, même que c'est ce qu'on rencontre constamment lorsqu'on s'intéresse à l'anxiété. Ne résistez pas à l'anxiété, laissez-la passer à travers vous. Et je pourrais dire que ça m'a aidé énormément, cette stratégie. Ne plus avoir peur de la peur, ne plus enclencher la réaction d'anxiété par rapport à l'anxiété, c'est un peu absurde. La réaction d'anxiété est déclenchée
Moi, je vois toujours ça un peu comme une avalanche. C'est une cascade, on dirait, de produits chimiques hein, qui se déclenchent dans notre corps. Une cascade, une avalanche. Et là, lorsque la réaction d'anxiété est enclenchée, je me calme, je me ferme les yeux, je respire. Et là, je laisse la cascade, je laisse l'avalanche faire ce qu'elle a à faire. Si vous souffrez d'anxiété, j'espère que vous avez déjà été mis en contact avec ce message. C'est celui qu'on entend souvent. Laissez-la faire ce qu'elle a à faire, l'anxiété. Et c'est bon, ça m'a amené jusqu'à un certain point, c'est sûr. Mais la réaction d'anxiété était déclenchée constamment. Je la laissais faire ce qu'elle avait à faire. Elle durait moins longtemps. Elle était moins intense. Elle était moins facile. C'était plus facile à supporter, moins difficile à supporter. Mais elle continuait d'être enclenchée constamment. Souvent au milieu de nulle part, quand j'étais tout seul. Donc ça, si on veut mettre ça dans des catégories, on pourrait dire de l'anxiété généralisée. Mais évidemment, je le remarquais, plus souvent qu'autrement, c'était dans des situations sociales. Parce que c'est là que ça se joue, c'est là que l'humain ressent le plus d'émotions, dans les relations avec les autres. Donc, grosse réactivité émotionnelle aussi. Je ne sais pas si on peut comparer ça à l'anxiété. Moi, oui. Je mets ça un peu tout dans le même panier. Des fois, j'avais des réactions absolument incroyables à des petits événements, des micro-événements, et je surréagissais, j'hyper-réagissais, et je ne comprenais pas du tout d'où ça venait. Et là, encore une fois, on parle au début des stratégies un peu superficielles, juste le fait de plus en plus de réaliser que je ne réagissais pas à l'événement en tant que tel, mais à des choses qui sont arrivées dans ma vie par le passé, avant. Ça aussi, ça m'a aidé. Ça a créé un espace. Donc, laisser l'anxiété faire ce qu'elle a à faire, la laisser couler à travers moi, stratégie classique, ça m'a aidé. Réaliser que je n'hyper-réagissais pas à ce qui se passait dans le moment, mais bien que c'était une gâchette qui déclenchait un mécanisme qui avait été activé il y a très longtemps en moi. Déjà ça créait de l'espace. Sans même savoir ce à quoi je réagissais dans mon passé. Mais là, de plus en plus, c'est ça, c'est d'aller dans le passé, c'est d'aller dans ce qui déclenche constamment la réaction d'anxiété. C'est bien beau la laisser couler à travers nous, ça aide. Mais pourquoi cette réaction est-elle déclenchée constamment? Et là, encore plus que la tribu, qui est assez large, l'humain souvent, même si il est élevé dans un village, a des parents, deux parents ou un parent, quelqu'un qui leur donne des soins, qu'ils soient reliés génétiquement ou non, qui fait le plus gros du travail. Et là, ce qui se produit quand on se fait élever, c'est que on a besoin d'un attachement à des parents et à une tribu. On a besoin d'être attaché à eux. Et on a besoin aussi d'exprimer nos émotions authentiques. Mais la tribu, et souvent nos parents, n'aiment pas certaines de nos réactions émotionnelles, comme par exemple la colère. Alors là, si on veut garder l'attachement, on réprime notre colère. Et souvent, ça engendre aussi de la honte. Ah non, je suis encore en colère, je ne devrais pas être en colère. Honte, culpabilité. Ah non, je ne fais pas assez pour aider la tribu. Honte, culpabilité.
Et moi, je dirais, c'est ça ma découverte, que ce n'est pas la honte ou la culpabilité, si on veut, ou la colère, si on veut utiliser ces émotions, qui déclenche l'anxiété sociale. C'est principalement la peur de ces émotions difficiles. Je crois qu'on pourrait avoir des sentiments de honte, culpabilité, colère constamment, sans nécessairement déclencher la réaction d'anxiété, si on n'a aucune peur de ces émotions. Donc ce n'est pas autant de laisser l'anxiété couler à travers nous. Ça peut aider, mais c'est limité. C'est d'apprendre à laisser la honte, la colère couler à travers nous. C'est là que le gros du travail se fait. Donc, pour faire ce travail-là, malheureusement pour le portefeuille et le budget, c'est sûr que ça aide de travailler avec un thérapeute. Mais comme je l'ai dit et je vais le répéter, si vous êtes sur cette chaîne seulement parce que vous voulez régler des douleurs physiques, moi j'ai réussi à régler mes douleurs physiques sans régler mon anxiété. Lorsque je n'ai plus de douleurs physiques, et si on se sert de l'échelle, je pouvais faire ce que je veux physiquement, constamment, je souffrais encore d'anxiété. Et d'ailleurs, je considère que j'en souffre encore, mais c'est de plus en plus léger. Parce que justement, je travaille avec des thérapeutes. Et là, l'histoire que j'ai faite est un peu simplifiée, hein, c'est la version générique. Là, quand on va dans du cas par cas, ça devient plus précis. Donc, je peux en parler un peu pour vous donner des exemples, à quel point je n'étais pas conscient émotionnellement. Donc, c'est ça le but, c'est de devenir de plus en plus conscient émotionnellement. Ça va régler les symptômes, ça va aider à régler les symptômes et l'anxiété. Si tout ça commence à sonner complexe, arrêtez de regarder la vidéo. C'est très simple le reconditionnement à la douleur. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on peut traiter les symptômes comme des erreurs de prédiction et faire le travail émotionnel en parallèle, sans toujours essayer de faire des liens. On peut garder ça simple, gardons ça simple. Si vous commencez à trouver que c'est compliqué, parce que une des choses qui va faire échouer le reconditionnement de la douleur, ça c'est très important, je n'en ai pas encore parlé, c'est le questionnement constant. Est-ce que je fais ça comme il faut? Ah non, je ne fais pas ça bien. Je ne fais pas bien le reconditionnement de la douleur. Ah, je pense que je fais des erreurs. Ah, ça c'est vraiment la recette idéale pour échouer, pour ne pas voir une amélioration des symptômes. C'est très simple. Si tout ça sonne compliqué, allez voir mes premières vidéos qui durent 4-5 minutes. C'est simple le reconditionnement de la douleur. Et là, on essaie d'aller à une couche en dessous. Donc, pour ce qui est des thérapeutes, moi, ce que je conseille, c'est de travailler avec des thérapeutes somatiques. Si vous allez voir des thérapeutes et que vous ne faites que parler et que vous êtes avec les hamsters ici dans la roue qui tournent et que vous ne sentez pas grand-chose, changez de thérapeute. Moi, ça m'a pris plus que 10, 12, peut-être même 15 thérapeutes avant de trouver les bonnes personnes. Dans une bonne session de thérapie, on ressent beaucoup de choses, principalement ici. Hein? Ça va de la gorge au bassin. Il faut qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut que le thérapeute nous ramène constamment à ce qui se passe ici. Si un thérapeute nous dit comment tu te sentais par rapport à ça, il dit en colère, et qu'il laisse ce mot passer comme si c'est suffisant, ce n'est pas de la bonne thérapie. Où tu sens la colère dans ton corps? Très important. Devenir de plus en plus conscient émotionnellement dans la thérapie classique, mais aussi somatiquement. Mais la thérapie classique aide. Moi, quand j'ai commencé, on parlait justement du fait que je réprimais constamment ma colère. Et là, le thérapeute me demande « Pourquoi réprimais-tu constamment ta colère? » Et j'ai dit « Je crois que mes parents me faisaient sentir que
c'était pas bien d'exprimer la colère. Et là, le thérapeute me demande, et ton frère? C'est, ah oui, mon frère piquait des crises de colère constantes. Constantes. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir ici. C'était ça mon niveau de conscience émotionnelle. Je n'avais pas fait le travail du tout, je n'avais jamais plongé là-dedans. Hein, je pouvais dire des choses comme je crois que c'était mes parents qui m'empêchaient de sentir ma colère, alors que mon frère piquait des crises de colère constamment. Je ne crois pas que c'était mes parents. Et ce qui a émergé de plus en plus dans cette thérapie-là, c'est que, étant donné que mon frère piquait des crises constamment, moi j'essayais d'être le bon petit garçon sage, hein, qui ne pique jamais de crise, qui ne montre jamais sa colère, pour ne pas importuner mes parents, comme peut-être ça importunait ces crises de colère, mais aussi pour un peu, vu que j'étais le grand frère, lui montrer l'exemple. Donc c'est vraiment quand on commence à plonger là-dedans. Je ne vais pas aller plus loin, je voulais juste montrer un exemple, montrer à quel point j'étais peu conscient émotionnellement. Je commence à peine à faire cette démarche. Et c'est intense. Mais au début, je parlais même pas de mon enfance. Je faisais partie de ceux qui disaient non, non, commençons à l'adolescence, il n'y a rien qui se passe dans l'enfance. Une enfance normale. Une enfance normale, j'ai déjà dit ça. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, le mythe de la normalité. Allez le voir si ça vous intéresse. Tout ce qu'on balaie sous le tapis dans une enfance normale. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus. Je voulais juste donner un exemple, vous montrer à quel point j'étais peu conscient émotionnellement, à quel point je n'avais jamais entamé cette démarche. Et je crois que ça peut aider énormément pour régler les problèmes d'anxiété, surtout l'anxiété sociale. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Un dernier point que j'ajouterais, c'est les pensées. Évidemment, nos pensées peuvent créer de l'anxiété. Si on a des pensées négatives tout le temps, ça crée de l'anxiété. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que on ne peut pas aller très loin en travaillant les pensées, seulement les pensées. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des affirmations, comme ils appellent. Hein? Je suis beau, je suis bon, je suis capable, je suis fantastique, je suis magnifique. Je ne sais pas si c'est votre expérience à vous aussi, on n'y croit pas beaucoup. On n'y croit pas beaucoup. Parce que c'est très difficile de travailler sur les pensées directement et presque impossible de travailler seulement les pensées. Est-ce qu'on peut travailler seulement les émotions? On peut aller plus loin. C'est ça mon expérience personnelle, en travaillant seulement les émotions. Beaucoup plus loin. Parce que comme dit Deb Dana, story follows state. L'histoire qu'on se conte dans notre tête suit nos états émotionnels. Donc, si on fait le travail émotionnel et qu'on a de moins en moins peur de nos émotions, l'idée n'est pas de ne plus avoir honte, mais de ne plus avoir peur de la honte. Et éventuellement, évidemment, on va se sentir de plus en plus fier d'être moins anxieux, de faire une démarche, c'est courageux, de faire cette démarche, on va se sentir courageux, on va se sentir de plus en plus fier, mais simplement le fait de ne plus avoir peur de notre tristesse, de notre colère, va faire qu'on se sent mieux. Et là, ça va être de plus en plus facile de travailler avec les pensées. Évidemment, tout ça, c'est des boucles de rétroaction, des boucles rétroactives. Évidemment, les pensées influencent les émotions. Les émotions influencent les pensées. Tout ça est connecté. Et là, on ne rentre même pas dans les hormones et les cascades chimiques. C'est trop complexe. C'est infiniment complexe. Gardons ça simple. La base, c'est les émotions. Travaillons les émotions. On peut aller très loin en travaillant les émotions.
les pensées vont commencer à se placer de plus en plus. Et là, le travail intellectuel, si on veut l'appeler comme ça, le travail avec les pensées, va se faire de plus en plus facilement. L'histoire, qui selon Debdena suit les états, va devenir de plus en plus positive, sans qu'on aille à forcer et faire des affirmations. Je suis beau, je suis bon, je suis capable. Au début, on n'y croit pas vraiment. Mais de plus en plus, ces pensées-là vont apparaître d'elles-mêmes dans notre tête. Wow, je suis capable, je suis bon. Je suis en train de faire le travail, je suis en train de faire une démarche. Je vais de mieux en mieux. C'est fantastique. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. C'était mon vidéo sur l'anxiété sociale. Très important. C'est la chose la plus importante pour les humains. Hans Selye, la personne qui a inventé le mot stress. Avant, le stress n'était relié qu'à l'architecture ou à l'ingénierie. Le stress sur un bâtiment, le stress sur un pont. C'est lui qui a appliqué le premier le mot stress au système humain. Hans Selye. Il nous dit que l'homme moderne, sa source de stress principale est émotionnelle. De plus en plus, voir stress et anxiété comme des synonymes. C'est la réaction de peur. Donc c'est émotionnel. Allons à la source. Allons aux émotions. Si vous trouvez ça trop compliqué, faire des liens, traitez vos symptômes comme des erreurs du cerveau. Faites le travail émotionnel en parallèle. Plus les choses vont se clarifier, plus les liens vont se faire tout seuls entre les deux. Pas besoin de chercher, là. D'où vient cette douleur? Ah, c'est ma honte, c'est ma culpabilité. Tout ça va se mettre en place. Ça va cliquer de plus en plus, sans qu'on fasse d'efforts. Clic, clic, clic. Ah, oui. Ah, ok. Je vois. Et si vous trouvez un thérapeute, demandez-vous à chaque session à quel point c'était intense émotionnellement. Moi, j'ai des sessions intenses, beaucoup de sessions où je pleure. Il faut qu'il se passe des choses. Si vous êtes dans votre tête, c'est limité. C'est ici que ça se passe. Donc, c'était la vidéo sur l'anxiété sociale.